Imaginons un peu la scène. Réunion de cadrage, nouveau client important. Et là, il lance Je veux que ce soit livré en 3 semaines, pas plus. Bon, là, la tension monte d'un coup, hein. On respire, on reste calme et on répond Je comprends bien que le délai est une priorité absolue pour vous. Mais si je peux vous démontrer qu'un sprint de 4 semaines, ça garantit zéro bug, est-ce que vous seriez prêt à en discuter? Vous voyez, ce n'est ni une confrontation directe, ni une capitulation. Non, c'est une conduite stratégique de la négociation. Et c'est justement ça qu'on va décoder ensemble aujourd'hui. On va explorer un peu les clés pour mener une négociation active, sans se laisser piéger par les trucs classiques, l'émotion, la précipitation ou les jeux d'ego. L'objectif, c'est vraiment d'avancer sans se précipiter, oui, et de débloquer les situations, mais sans se compromettre pour rien. Oui, tout à fait. On va regarder ensemble plusieurs étapes qui sont cruciales. Déjà, comment on dépasse les blocages de départ. Ensuite, cette distinction importante entre le moyen qu'on nous demande et la finalité qu'on cherche vraiment. Et puis, l'importance de bien définir ces points cardinaux, le fameux trio PPOPR, point d'entrée, objectif, rupture. On verra aussi l'art de poser les bonnes questions, la gestion assez fine des contreparties, et puis ce petit mécanisme utile, l'effet fusible. D'accord. Alors, commençons par ces blocages initiaux. Parfois, c'est vrai, le dialogue semble froid, voire impossible. Prenons l'exemple d'un client qui refuse de discuter parce que la personne en face, ce n'est pas le CTO. Comment on gère ça? Alors là, l'erreur classique, c'est d'insister de front. Surtout pas. La meilleure approche, c'est de questionner, pour comprendre d'où vient ce refus. On pourrait dire par exemple, je comprends, juste une question pour m'éclairer, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de discuter avec moi? L'idée, c'est vraiment de désamorcer en douceur et de réaliser que le CTO, bien souvent, c'est juste un moyen perçu, ce n'est pas la finalité en soi. Ah oui, c'est intéressant ça, la distinction moyen-finalité. Donc, le vrai besoin, ce n'est pas forcément de parler au CTO lui-même, mais plutôt d'avoir quelqu'un qui a, disons, le pouvoir de décider ou qui apporte une certaine garantie. C'est ça. C'est exactement ça. La finalité, c'est peut-être la garantie de compétence, ou d'autorité, ou de pouvoir d'action. Donc, si on arrive à prouver qu'on a la délégation qu'il faut, ou l'expertise nécessaire, par exemple, si je vous montre que j'ai l'accord du directeur technique pour engager cette équipe sur le sujet, eh bien, on redevient un interlocuteur crédible. Pourquoi? Parce qu'on propose un autre moyen d'atteindre leur objectif réel. Faut jamais confondre ce que l'autre dit, vouloir, le comment, avec ce qu'il cherche vraiment, le pourquoi. D'accord, c'est clair. Une fois qu'on a rétabli le dialogue, alors là, la préparation devient essentielle. Et c'est là qu'interviennent ces fameux points PEPOPR, point d'entrée, objectif, rupture. Tout à fait. C'est même crucial de les définir avant d'entrer en discussion. Jamais en direct. Le PE, point d'entrée, c'est votre offre initiale ou votre demande. Souvent un peu ambitieuse, hein, pour se donner de la marge. Le PO, point objectif, c'est ce que vous visez raisonnablement. Ce serait bien d'arriver là. Et enfin, le PR, point de rupture. Ça, c'est la limite absolue. En dessous ou au-dessus, on ne peut pas aller. C'est non. Prenons un exemple simple, une négo salariale. PE à 45K euros, on tente. PO à 48K euros, ce serait l'idéal. Et PR à 43K euros. En dessous, on arrête. Et j'imagine qu'il faut garder ces points pour soi, surtout le point de rupture, non? Si on propose nos 45K € et qu'on nous répond direct non, c'est beaucoup trop bas. Qu'est-ce qu'on fait pour pas griller toutes ces cartouches d'un coup? Ah là surtout, la pire erreur, se justifier. Non. La bonne réaction, c'est de relancer, avec une question ouverte. Du genre, compris, à partir de quel niveau de proposition vous seriez plus à l'aise pour qu'on avance? Hop, on pousse l'autre à dévoiler un peu sa propre marge. Et très important, éviter l'ancrage psychologique. C'est-à-dire, ne jamais répéter le chiffre de l'autre. Si l'autre dit 50 caillots, ne pas dire «Ah, vous demandez 50 caillots». Parce qu'en répétant, on renforce ce chiffre comme point de référence dans la discussion, on l'ancre. C'est subtil en effet. Et si, grâce à ce questionnement, l'autre partie fait un pas, elle baisse un peu son exigence. Disons qu'elle passe de 50 KE à 47 KE. Est-ce qu'on dit ah super d'accord? Non, pas si vite. C'est une erreur fréquente, ça aussi. Même si la concession semble intéressante, il faut jamais accepter ou céder quelque chose sans contrepartie. Même si la contrepartie est différée. On peut répondre c'est une avancée intéressante. Vous seriez donc prêt à descendre à 47 KO? Sous quelles conditions exactement de votre côté?»
Ou alors, on note juste la concession sans s'engager tout de suite. Le but, c'est de garder ses propres concessions potentielles, ses munitions, comme vous disiez, pour plus tard. C'est une technique puissante pour garder de la marge. D'accord. On garde ses munitions. Bien noté. Mais que faire si, malgré tout, la discussion se bloque? Si l'autre campe sur sa position, mettons les 47 KO, et on sent que là, tout de suite, ça ne bougera plus. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle l'effet fusible. C'est une technique très utile. C'est une manière de différer, sans dire non, de gagner du temps stratégiquement. On introduit un facteur externe ou un délai nécessaire. Par exemple, écoutez, à ce stade, il faut que je valide ce point avec mon associé, ou avec ma direction, ou mon équipe technique. Ou même plus simple, je propose qu'on prenne chacun 24 heures pour réfléchir à cette proposition et qu'on s'en reparle demain. Ah oui, l'objectif c'est donc de faire baisser un peu la pression, de laisser peut-être l'autre mûrir sa position, et aussi de montrer qu'on n'est pas le seul décideur, ce qui peut parfois même renforcer notre position, c'est ça, hein? Précisément, ça protège notre propre lucidité dans un moment qui peut être tendu, et ça permet de reprendre un peu le contrôle du rythme, sans pour autant claquer la porte. C'est une pause stratégique en quelque sorte. Donc, pour résumer un peu tout ça, conduire une négociation efficacement, ce n'est pas vraiment un combat de force, hein. C'est plutôt un jeu d'équilibre. Il faut de la clarté sur ses propres objectifs, c'est sûr, une écoute attentive de ce que dit l'autre et de ce qu'il ne dit pas. Et une stratégie bien pensée. C'est avancer avec méthode, en fait. Tout à fait, et peut-être pour conclure une petite réflexion, la véritable force en négociation, elle ne réside pas toujours dans la parole, dans l'affirmation forte. Souvent, elle est plutôt dans la capacité à écouter activement, à poser les bonnes questions, celles qui font réfléchir l'autre, et aussi à utiliser le silence. Laisser l'autre révéler ses cartes avant de jouer les siennes. La question à se poser, c'est comment cette idée pourrait influencer la prochaine interaction professionnelle qui nous attend? Excellente question pour la route, en effet. Et ça nous amène parfaitement à notre prochaine discussion. On abordera la phase finale, la clôture de la négociation. Comment on fait pour conclure solidement un accord? Comment éviter les pièges de dernière minute? Et comment s'assurer qu'un oui est vraiment un oui fiable? On décortiquera tout ça très bientôt.